Mais qu'est-ce que c'est donc que cette histoire de balle au pied? Il semble bien qu'on y jouait déjà il y a 2000 ans ou même plus. Chez les Grecs, chez les Chinois ou chez des Esquimaux. On ne saura jamais où et quand cette histoire a vraiment commencé. Toujours est-il que partout en Europe, au Moyen-Âge, on s'affronte autour d'un ballon. Jeu de la meute populaire à Londres, jeu de la soule en Bretagne, calcio storico-florentin, toutes ces compétitions se résument à de féroces affrontements de village à village, de quartier à quartier, où tout est permis. Au milieu du 19e siècle, chaque collège privé anglais a ses règles propres. Pour se lancer des défis et organiser des rencontres, il devient urgent d'unifier les règles. Deux écoles s'opposent, ceux qui veulent privilégier le dribble au pied, la vitesse et l'adresse, et ceux qui tiennent à la passe à la main et au hacking, le charcutage, c'est-à-dire le droit de donner des coups de pied et de briser les tibias des adversaires. Nous avons tous grandi avec le hacking, c'est notre sport. Sans hacking, il n'y a plus de combativité, même un troupeau de Français avec une seule semaine d'entraînement sera capable de nous battre. De leur dissidence naîtra le rugby. Quant au football moderne, ces règles sont établies à Londres au cours de l'année 1863 dans un pub. Devenus chefs d'entreprise, les élèves des écoles aristocratiques font jouer leurs ouvriers. Très vite, le football devient le jeu le plus populaire de Grande-Bretagne. Partout des clubs. Le premier joueur professionnel est un jeune maçon, il s'appelle Fergus Sutter. À partir de là, le football, porté par les marins et les hommes d'affaires britanniques, envahit le monde à une vitesse étonnante. L'Argentine et l'Uruguay sont touchés. La Russie est contaminée. Et même Rome n'échappe pas au virus. Mais pourquoi donc le football est-il devenu le jeu planétaire par excellence? Le sport qui, plus que tout autre, suscite chez les hommes du monde entier une passion considérable. Il y a beaucoup de théories, écoutez celle-ci. Voilà les grands chasseurs. Celui-ci s'appelle Platini, celui-là s'appelle Rocheteau, celui-là Fernandez. Ce sont les chasseurs, connus de tout l'Orient jusqu'au soleil couchant. Les bergers sont venus se plaindre. Un animal féroce dévore leur troupeau. Alors, loin des femmes, les chasseurs s'entraînent et préparent leur charme, leur poison et leur sortilège. Le soir, les chasseurs écoutent les anciens. Quelle stratégie choisir? Il faut savoir si la bête doit être attaquée de front ou de flanc. Il faut savoir si elle doit être attaquée avec la flèche ou la sagaie. Il faut savoir si on doit s'en approcher avec la ruse ou avec la détermination. Pour espérer venir à bout d'un tel animal, il faut des armes parfaites. Les meilleurs forgerons fabriquent les pointes d'acier qui lui perceront la gorge et les hampes qui vont droit au but. Pour commettre le meurtre, les chasseurs passent le vêtement rituel. Ils font les signes rituels. Ils récitent dans le secret de leur cœur les grands maléfices qui leur donneront la victoire. Ils savent que la brousse les attend, que les crocs et les griffes de la bête les attendent. Les anciens les rassurent, c'est le moment de la peur. Il faut surmonter la peur pour avoir du courage. Cela, seuls les grands chasseurs savent le faire. Et voici les chasseurs qui sortent du monde des vivants et entrent dans le territoire de la bête. Ils pensent, elle nous voit, nous on ne la voit pas. Elle nous entend, nous on ne l'entend pas. Elle nous sent, nous on ne la sent pas. Et la grande chasse commence. Voilà ce que l'on pourrait comprendre symboliquement devant le spectacle du football. Selon l'anthropologue anglais Desmond Morris, il ne serait rien d'autre qu'une chasse primitive déguisée. Superficiellement, les joueurs semblent se livrer bataille, mais ce n'est qu'une illusion. En réalité, ils ne cherchent pas à se détruire mutuellement et les arbitres sont là pour les en empêcher.
Les joueurs cherchent surtout à dépasser leurs adversaires pour être les premiers à perpétrer le meurtre symbolique en tirant dans la gueule des buts. Le match serait une chasse réciproque dans laquelle les deux équipes jouent un double rôle. En tant que défenseurs, ils sont une ressource de la proie, une série de difficultés accumulées sur la route des chasseurs. Et en tant qu'attaquants, ils deviennent chasseurs à leur tour, lancés à l'assaut de la proie fuyante de leurs adversaires. Quant au gardien de but, il représente les griffes dont la proie assiégée bat l'air pour protéger sa surface vulnérable. Fatigués, les chasseurs se reposent un moment. La bête a déjoué les charmes et les maléfices. Elle a été plus forte que les chasseurs. Ils sont inquiets. N'ont-ils pas mécontenté la brousse? Les anciens disent, on a vu ses dents, on a vu les poils de ses pattes. Que ceux qui n'ont pas de courage retournent au village avec les femmes. Reprenez vos armes, reprenez votre place de garçon. Oh les chasseurs, retournez sur la piste. Tous les sports offrent de semblables analogies. Mais la seule explication possible de la suprématie du football, selon Desmond Morris, c'est qu'il conserve tous les éléments symboliques de la chasse primitive. La stratégie débattue avant et la tactique utilisée pendant. La coopération active entre les participants indispensable pour la réussite du meurtre. La forme physique et l'énergie nécessaires à de si longues poursuites. La force qu'il faut pour échapper aux embûches et la concentration permettant de percevoir une situation sans cesse changeante. Le danger, le risque de se faire blesser gravement. L'adresse à chaque instant et la maîtrise de ses armes. Beaucoup de sang-froid et de bravoure dans les moments de grande tension. Et surtout, chaque joueur doit être doué d'un regard infaillible et de la capacité de viser avec précision au moment clé. Et voici le moment où l'animal traqué fait face. Alors, le plus grand des grands chasseurs s'avance. Il choisit sa meilleure flèche et la montre à la brousse. Bête, maintenant, il faut mourir. Plus tard, les bergers délivrés racontent le nouvel exploit des chasseurs de village en village. Partout, ils répandent les louanges de Platini, de Giresse, de Tigana, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, où de jeunes garçons rêvent de partir un jour à leur tour pour la grande chasse. 10 coups.